On parle beaucoup dans notre domaine de réalité étendue, mais ça recouvre énormément de choses, et suivant les milieux dans lesquels d'ailleurs différents termes sont utilisés. À la base, on est dans une même famille. Dans la réalité étendue, vous allez avoir la réalité virtuelle, la réalité augmentée, qui sont pour moi les deux principales briques. Après, c'est la manière de les combiner, la manière d'y accéder qui va faire qu'on parle de réalité étendue ou qu'on utilise plutôt un terme plutôt qu'un autre. Donc pour moi, les briques de base sont réalité virtuelle. Ce qui a ma préférence au niveau développement actuellement, vu la maturité que l'on a en réalité virtuelle, et je fais beaucoup de réalité augmentée, mais qui n'est pas encore aussi mature, où il y a beaucoup plus de défis et qui est beaucoup plus difficile à implémenter. Donc ce sont mes deux chevaux de bataille sur lesquels je travaille, et ça constitue la réalité étendue. Après, vous avez le niveau applicatif. Et là, les cas d'utilisation. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser ces systèmes-là? Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de beaux cas d'utilisation pour la réalité virtuelle, loin de là. Mais ceux-ci sont encore à identifier clairement. On les voit sortir. Hein. Simulation industrielle, simulation... enfin, je vous parlais justement des étudiants en médecine. Le fait d'avoir un corps humain virtuel à disséquer à la place d'un cadavre, ça simplifie. Néologistique, ça simplifie quand même beaucoup. Je dirais qu'effectivement, tout ce qui est formation bénéficie beaucoup de la réalité virtuelle. Particulièrement au niveau de l'enseignement, il y a pour moi l'orchestration. Alors ce que j'entends par orchestration, c'est comment l'enseignant va mettre en place la technologie dans sa classe. Étant attendu qu'il va avoir 20, 30 étudiants de différents âges, différents niveaux de motivation et qui ont eu un bon ou un mauvais petit déjeuner le matin, et donc tout ça influe sur leur humeur. Et comment est-ce qu'il fait en fait pour faire en sorte que la technologie ait une place dans sa classe et ne prenne pas sa place? Comme bonne pratique, en tout cas, je pense qu'il y a l'idée que pour des enfants très jeunes, parce que là c'était des enfants de 6 ans, ça ne leur posait aucune difficulté de s'immerger dans un environnement comme celui-là, et que donc très naturellement ils y venaient, et que enfin, vraiment ça ne leur posait pas du tout de difficulté. Par contre, une des limites, c'est le fait que le casque soit quand même relativement lourd, donc physiquement c'est pas nécessairement évident pour tout le monde, et d'autant plus quand les enfants sont jeunes. Et l'autre chose, c'est que parfois certains manifestent des pertes d'équilibre. Donc physiologiquement, il y a quand même aussi des limites auxquelles il faut être attentif quand on utilise des dispositifs comme ceux-là. Oui, moi je voudrais rajouter comme bonne pratique justement par rapport à cet effet de mal de mer, donc qui est l'équivalent du mal de mer. Pour le choix des applications, moi j'aime bien passer par la réalité mixte, ce qui permet de garder un ancrage au réel et justement de limiter cette perte d'équilibre et cet effet mal de mer qu'on peut percevoir dans des mondes complètement virtuels. Alors bien sûr, dans l'application, je garde la possibilité de passer de l'un à l'autre, mais c'est quelque chose que j'ai noté et que j'ai eu pas mal comme retour d'expérience. Le fait de voir son environnement, ça permet déjà d'éviter les gestes incontrôlés et oui, de garder un petit ancrage dans le réel. C'est sûr qu'à partir du moment où on a un environnement riche, on peut utiliser toute la richesse de l'environnement. Donc plus l'environnement sera riche, plus on pourra l'utiliser. Mais je dirais que fondamentalement, ce qui compte, c'est, en termes pédagogiques, c'est qu'est-ce qui fait la différence. Alors d'une part, il y a, je vais prendre le cas du développement qu'ils ont réalisé, c'est la modélisation des animaux. Donc, enfin, je veux dire, ce qui compte, c'est que ça soit bien fait. À partir du moment où c'est bien fait, déjà, c'est un outil, enfin, c'est ça le plus précieux. Et après, c'est la démarche pédagogique qui nous permet d'utiliser ces matériaux-là. Et donc, c'est une des choses sur lesquelles on travaille en commun, c'est cette idée de pouvoir intégrer dans la réalité virtuelle des questionnements, des parcours que peuvent suivre les apprenants pour aller découvrir et manipuler les différents modèles en 3D. Mais ça, on n'y est pas encore, mais c'est ce vers quoi on va et ce qu'on a envie de développer pour que justement ce soit le parcours pédagogique qui soit le fil rouge conducteur et central. Dans le cadre de la recherche qu'on a pu mener,
on a pu voir qu'effectivement, au niveau de la réalité virtuelle et de l'immersion, il y avait un degré d'appropriation des détails de l'animal qui était beaucoup plus rapide que ce qu'on avait pu observer avec l'objet qu'on manipulait et le format papier habituel. Après, ça demande des confirmations de façon plus large, ça demande à voir à long terme si ça persiste, ça demande à être testé dans toute une série de configurations. Parce que, si je peux me permettre de compléter ce que Nathan a dit au niveau de la maturité, je pense qu'il y a une maturité technologique, mais qu'il n'y a peut-être pas encore une maturité pédagogique. Ce que je veux dire, c'est que l'intégration de ces outils-là par le monde enseignant n'est pas encore suffisamment, c'est ce que Nathan a évoqué, intégré et voilà, c'est pas connu et donc il y a une sorte de frein initial qui fait que peut-être les enseignants n'y vont pas. Puis il y a l'outil technologique, il faut quand même s'approprier, donc tout le monde n'est pas apte à pouvoir faire ça. Et pour ça, il faut vraiment une combinaison entre des gens spécialistes de la technologie et du développement et puis des pédagogues, des enseignants qui sont prêts à faire ce pas et à intégrer ces outils-là dans leur pratique. Et je crois que ce qu'on essaye de faire à l'université, et pourtant on a la chance d'être dans un milieu privilégié, c'est déjà ce signe-là et ce n'est pas nécessairement évident que tout le monde y adhère. Nous, on y adhère parce qu'on y croit et parce qu'on sait ce qu'on peut faire, mais ce n'est pas le cas nécessairement de tous les collègues de toute l'université. Alors, par rapport au RGPD, et j'ai envie de dire vraiment d'élargir à la collecte des données, là, les acteurs actuellement, et quand je dis les acteurs, c'est-à-dire finalement le grand public et les entreprises, ne se rendent pas compte du raz-de-marée par rapport aux données qui est devant nous. Et donc, il y a vraiment une grosse problématique. Je vais donner un cas d'usage tout bête. J'utilise un casque de réalité virtuelle, je vois que mon mouvement change, que ce changement de mouvement est lié à une pathologie, et bien donc du coup, qu'est-ce que je fais de ces données? Si je vends ces données à un assureur et que je vais chercher à un moment donné une assurance vie et que l'assureur sait finalement avant moi que je souffre d'une future pathologie qui est liée à mon espérance de vie, ben ça peut poser d'énormes problèmes. Qu'est-ce qui doit sortir finalement au niveau européen? C'est à la fois être rapide et à la fois respectueux et éthique dans notre manière d'aborder ces technologies. Et c'est vraiment là que l'enjeu, et nous sommes plusieurs à penser qu'il y a une carte européenne à jouer à ce niveau-là. Alors, est-ce que la réalité virtuelle et la réalité augmentée sont hype? Je suis convaincu que non, c'est vraiment le futur. Comme on a eu de grandes révolutions dans le passé, notamment avec le web, pour moi la réalité virtuelle et la réalité augmentée peuvent devenir cette future vision du digital. Malheureusement, comme toujours avec les nouveaux produits technologiques, il y a un effet wow au début qui fait que tout le monde en parle, puis il y a des cycles qui expliquent d'ailleurs tout cela en gestion. Il y a une désillusion et donc il y a une retombée, et puis on se rend compte finalement de ce qu'on peut vraiment faire et on construit et on est en train de monter vers ce qui est vraiment réalisable. On en est dans cette phase-là, on a passé le cap de la désillusion et maintenant on sait ce qu'on peut faire ou ne pas faire. La réalité virtuelle, la réalité augmentée, ce n'est pas la panacée, ça ne doit pas être utilisé dans toutes les situations. On sait maintenant dans quel cas c'est bénéfique, dans quel cas ça ne l'est pas, et c'est là qu'on doit être extrêmement prudent. Et donc dans l'enseignement, quel que soit le niveau, je suis convaincu qu'on peut faire des choses merveilleuses avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée.